Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Niveau d'Info pour décryptage en Centrafrique. Faustin Archange Touadéra officialise sa candidature en troisième mandat, s'appuyant sur une constitution revisée en 2023. Son investiture est contestée par une opposition inquiète d'un verrouillage du pouvoir sur fond de méfiance démocratique et de tensions électorales à l'approche du scrutin prévu en décembre 2025. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Présidentiel en Centrafrique, Faustin Archange Touadéra officialise sa candidature. Il officialise quelque chose que tout le monde connaissait et attendait. Parce que de plus en plus, il y a comme une sorte de cirque qui consiste à modifier les constitutions, à dire que les compteurs sont revenus à zéro, et même à prolonger les mandats, parce que dans la modification, il passe également de 5 ans à 7 ans. Un scénario de plus en plus répétitif sur le continent. Oui, mais on l'a vu au Gabon. Ça se déroule actuellement en Guinée. C'est ce qui risque de se dérouler en Côte d'Ivoire, peut-être sans le côté 5 ans qui passe à 7 ans. Plus on attend la candidature du RHDP, plus il y a de chances pour que ce soit le président lui-même, Alassane Dramane Ouattara. On voit même avec les régimes militaires la même chose, puisqu'on a donné le pouvoir, ils ont pris le pouvoir par un coup d'État. On a rassemblé une assemblée très restreinte, qui n'est pas le peuple, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, pour leur donner à chacun 5 ans. Moi qui ai participé au combat de la fin des années 80, des années 90, pour le verrouillage des constitutions en ce qui concerne le nombre de mandats, ça me pose un énorme problème. Parce que quand on voit le souci que les présidents ont, toutes les stratégies que ces gens-là développent pour se maintenir au pouvoir, s'ils avaient fait la même chose pour le développement de nos pays, on serait certainement à un niveau différent du niveau dans lequel nous sommes. Je ne sais pas si c'est un virus politique, et il faut que les politologues nous aident à trouver l'antivirus, parce que ça commence à faire un véritable recul sur le plan démocratique, après les conférences nationales où il y a eu un travail de réflexion, de bilan des problèmes de nos pays. On est en train carrément de faire comme si les conférences nationales n'ont jamais existé dans nos pays. Et le sujet est souvent évoqué au sein de la CEDEAO, et sans suite. Oui, pour moi, il faut une réponse communautaire pour ne pas dire continentale. Parce que si vous regardez ce qui se passe, on regarde chez l'autre. Il l'a fait, c'est passé. Moi aussi, j'essaie chez moi. L'autre essaye chez lui. Mais quand on regarde aujourd'hui, la logique de la CEDEAO, c'était la limitation des mandats. Il y a eu des refus. Le Sénégal en faisait partie, le Togo, je crois que c'était la Gambie, c'était les 3 pays. Et quand vous regardez dans certains pays actuellement, en revoyant la Constitution, on a même enlevé dans certains pays la limitation des mandats. Mais vous imaginez ce que cela va faire en ce moment dans ces pays-là. Parce qu'au niveau de la Centrafrique, par exemple, c'est ce qui a été fait. Le mandat est devenu un mandat de 7 ans. En plus, il y a plus de 2 mandats. Donc le président pourra être candidat autant qu'il veut, tant qu'il est vivant. Mais est-ce que vous imaginez que cela peut se comprendre? C'est comme si ce n'est pas le même Touadéra qu'on a vu, parce que ça n'a pas duré. On l'a suivi en direct lors de sa prestation de serment. La Constitution de 2023 permet donc au président sortant de briguer un nouveau mandat. Non seulement un nouveau mandat, mais autant qu'il voudra, puisque la limitation a disparu. Pourtant, on se rappelle que lors de sa prestation de serment, la présidente, il s'agissait d'une dame du Conseil constitutionnel, lui avait dit et avait même demandé qu'on écrive ce que le président a dit. Qu'il jurait de respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution. Aujourd'hui, il s'est dédié sur ce plan-là, nous ramenant encore dans ce problème quelle valeur, quel crédit on peut donner à ce que nos présidents ont dit. Quand ils ont voulu faire cette réforme, cette dame s'est opposée, qu'on se rappelle également de cela. Catégoriquement. Qu'est-ce qu'on l'a fait? On l'a enlevé du Conseil constitutionnel. On a trouvé des excuses pour l'écarter, pour pouvoir faire ce travail-là. Ça veut dire qu'on a 2 Afriques qui se côtoient aujourd'hui. Il y a l'Afrique qu'on veut. L'Afrique qui a annulé les élections au Kenya et qui a exigé qu'on recommence les élections parce que les conditions n'étaient pas claires. L'Afrique qu'on a vue au Sénégal, où le Conseil constitutionnel a refusé que le président Macky Sall ne reporte les élections, plus ce que cette dame l'a fait en République centrafricaine, c'est cette Afrique-là qu'on veut.
Mais malheureusement, cette Afrique qui commençait à dire aux gens, mais attendez, c'est bon, tout le monde a compris, le train est en marche. C'est comme s'il y a des gens qui sont en train de faire reculer le train actuellement en revenant sur ce qui avait été les problèmes de l'Afrique depuis tout le temps, qui avait abouti aux conférences nationales. Je crois qu'il faut que les intellectuels africains, la jeunesse africaine, que les gens se lèvent à nouveau pour qu'on ne refasse pas tous les sacrifices qui ont été faits à la fin des années 80 au début des années 90 pour qu'il y ait un tant soit peu de démocratie dans nos espaces. Et comment réagit l'opposition centrafricaine? Ben, pas de surprise, l'opposition avait dit depuis la réforme que l'objectif de la réforme c'était la candidature. Les partisans du pouvoir avaient dit que ce n'était pas vrai. Aujourd'hui, l'opposition a raison sur toute la ligne. L'opposition a d'abord commencé par réclamer un dialogue politique. Un dialogue qui avait été promis d'ailleurs par le président de la République, mais qui n'a jamais eu lieu. Si vous vous rappelez, il y a eu des marches. Il y a cette fameuse marche le jour où il pleuvait, parce que je me rappelle de ça, on a fait passer des messages au nom de l'opposition, disant que l'opposition a reporté sa marche, ce qui n'était pas vrai. Donc l'opposition a essayé, dès le départ, en comprenant que ça doit être le même disque rayé que les gens utilisent partout pour continuer à rester au pouvoir, dès le départ, l'opposition s'était opposée. Mais malheureusement, elle n'a pas été capable d'empêcher une telle chose. Actuellement, bien sûr, c'est clair, il y a une dénonciation claire et nette de la candidature, de la troisième candidature précisément, de Faustin Touadéra. Et dans ces conditions, pensez-vous que la démocratie, une fois, en prend un coup dur? Mais la démocratie prend un coup dur parce que c'est curieux, vous avez des intellectuels, j'allais dire, qui ont le culot de se transformer en tailleurs constitutionnels dans nos pays. Et comme je le dis à chaque fois, quand on va tailler une constitution sur la base d'un président de la République, quand il y aura un autre président de la République, il va falloir chercher encore un autre tailleur constitutionnel pour ajuster. Parce qu'il sera plus gros, ou bien il sera plus mince, ou bien il sera plus grand. Mais nos constitutions ont quelle valeur? On dirait un cahier de brouillon. On écrit, on efface, on gomme, on barre. Et on nous dit que c'est la loi fondamentale. Pourquoi la Constitution des États-Unis n'est pas en train d'être à tout le temps modifiée? Mais c'est parce qu'il y a un minimum de consensus au niveau des populations par rapport à ce texte fondamental-là. Mais c'est parce que c'est un texte fondamental. Nous, on fait une constitution pour que quelqu'un accède au pouvoir. On fait une constitution pour empêcher à quelqu'un d'accéder au pouvoir. Alors qu'en droit, on nous dit que la loi doit être impersonnelle. Quand on fait ce genre de choses, on ne le fait pas par rapport à une personne, on le fait pour le futur. Mais est-ce que nos constitutionnalistes ne sont pas capables de faire en sorte que nos pays puissent avoir une constitution qui peut être là pendant une génération, 25 ans, sans faire l'objet d'aucune modification? Je suis convaincu que c'est bel et bien possible. Mais comme il y a des tailleurs constitutionnels qui, pour des postes de ministres, pour de l'argent qu'on va leur donner, sont capables de mettre de petites virgules à l'intérieur des textes pour permettre une interprétation qui légalise la continuation des mandats, mais on est véritablement dans une sorte de recul. Pour moi, quand on modifie la constitution d'un pays, l'objet de la modification, ça doit être la consolidation de la démocratie. On ne doit pas modifier la constitution d'un pays pour fragiliser la démocratie. Parmi les critiques qui émergent donc en Centrafrique, si le verrouillage du pouvoir, comment est-ce que le président Faustin Archange Touadéra justifie-t-il donc sa candidature face à cette critique? On entend la même chanson, puisque d'habitude on vient pour dire c'est pour la paix, c'est pour la stabilité, c'est pour le développement, c'est pour continuer des projets qu'on n'a pas achevés. Il a dit exactement la même chose. Et on l'a entendu combien de fois? Même au Cameroun, vous voyez ceux qui ont soutenu la candidature du président Biya disent non, il faut qu'il termine ce qu'il a fait, etc. C'est du déjà entendu plusieurs fois. Il faut qu'on arrête avec ce discours. Aucun président ne va développer son pays. Il viendra poser sa pierre. On dira, ah, en République centrafricaine, de telle période à telle période, c'était Touadéra. Et on comparera qu'est-ce que lui, il a fait par rapport à d'autres. Catherine Panza est passée, mais on verra la Centrafrique sous elle. Bozizé est passé, on verra la Centrafrique sous Bozizé. Ça ne peut pas dépasser ça. Aucun président ne peut développer nos pays. Et ça, il est bon qu'on éveille
les populations pour qu'on le comprenne. Il n'y a plus de timonier, il n'y a pas un prophète qui va venir de je ne sais où pour développer nos pays. Chacun viendra faire sa part, un autre viendra faire sa part. Sur le plan sécuritaire, la Centrafrique a connu une situation. Quel est le bilan de Faustin Touadéra justement dans la gestion de ces crises sur le plan sécuritaire? Sur le plan sécuritaire, il faut reconnaître qu'avec l'intervention des Russes, de Wagner précisément, avec l'intervention du Rwanda, ils ont réduit les mouvements rebelles avec le CPC. Ça, il faut le reconnaître puisqu'il fut un temps où on ne pouvait plus circuler librement sur l'ensemble du territoire centrafricain. À un certain moment même, les rebelles s'étaient beaucoup approchés de Bangui. Il a fallu que même la MINUSCA qui était sur place, les forces des Nations Unies, se mettent avec les autres pour que l'élection soit organisée puisque les groupes rebelles avaient décidé d'empêcher les élections. Et sans l'intervention de ces forces, ces élections n'allaient certainement pas avoir lieu. Et ces élections avaient eu lieu sur une petite portion de la République centrafricaine. Okay. Aujourd'hui, il faut reconnaître que sur ce plan, il est allé quand même en avant. Tout récemment également, il y a des accords qui ont été signés avec quelques groupes rebelles qui ont accepté de déposer les armes. Les gens se posaient la question, est-ce que le président n'a pas fait un calcul stratégique pour intégrer cela dans sa campagne électorale? Parce que n'oublions pas que la CPC, dans sa globalité, avait signé des accords à Khartoum. C'est le Soudan qui était au devant à l'époque et ça n'a pas empêché la reprise de la rébellion. Cette fois-ci, c'est le Tchad qui est au devant du fait qu'un certain nombre de mouvements rebelles ont accepté de déposer les armes. Et est-ce qu'il reste encore des défis à relever justement dans ce processus de désarmement de groupes armés? Oui, il y a encore des défis même, je vais dire, puisque vous avez encore des groupes armés qui n'ont pas déposé les armes. C'est quelques groupes pour le moment. C'est vrai qu'il y a les Ali Darassa et autres, il y a quand même de grosses pointures qui ont déposé les armes, mais il y en a qui n'ont pas encore accepté de déposer les armes. Donc on ne peut pas dire qu'on a mis fin à la rébellion pour le moment. Ces groupes qui n'ont pas déposé les armes, quelle sera leur attitude? S'ils intègrent le processus de paix, mais c'est l'idéal et c'est la solution pour les populations centrafricaines. S'ils n'intègrent pas ce processus, ça veut dire qu'on a encore du feu qui est en train de couver sous la cendre, même si pour le moment on ne voit pas l'incendie, on peut se retrouver à nouveau avec une guerre. Qui seront les principaux challengers de Faustin Touadéra en décembre prochain? Mais est-ce qu'il y aura challenger? Il a fait la même chose que tout le monde. On crée les conditions pour dire qui est centrafricain, qui a double nationalité, qui a quoi, pour écarter un certain nombre de candidats. Ce qui n'est pas juste. Quand on va à des élections, ceux qui remplissent les conditions doivent pouvoir aller aux élections. Et en mettant en place les conditions, il ne faut pas en faire une stratégie pour viser ceux qui peuvent véritablement tenir tête et créer un certain nombre de conditions qui les empêchent d'être candidats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand quelqu'un est candidat aux élections, mais il doit avoir la possibilité sur une année d'abord, bien avant même la campagne électorale, de dérouler ses activités, de redynamiser son parti, etc. Mais quand vous voulez le faire, on vous empêche de le faire. En disant c'est pas encore la campagne électorale, on interdit vos meetings comme on l'a vu au Cameroun avec Kamto. Et vous avez vu là où ça a abouti. Finalement, on dit que sa candidature ne passe pas. Mais après, on va dire oui, on a laissé tout le monde être candidat. Alors que, véritablement, on avait tendu des pièges pour que ceux qu'on ne pouvait pas empêcher d'être candidats, on les laisse déposer leur candidature, mais on met des pièges à l'intérieur, on met des obstacles pour que la candidature n'aboutisse pas à une validation. Mais en ce moment, qu'on ne nous dise pas qu'on est dans une république, qu'on ne nous dise pas qu'on est dans de la démocratie. Et que peut faire donc la société civile, la communauté internationale pour encourager un processus électoral démocratique et transparent dans le pays? Je me dis que la demande de l'opposition est l'idéal, un dialogue politique. Parce que quand on ne désamorce pas ce genre de crise, on va revoir ce qu'on a vu plusieurs fois sur le continent africain, l'élection qui est un moment important dans une république, qui est un moment où le peuple prend la parole, devient le moment le plus craint au niveau de nos pays. Parce qu'on craint qu'après les élections, quand on va
diffuser les résultats, qu'il puisse y avoir de la contestation et que cette contestation même puisse engendrer de la violence. Actuellement, c'est l'enjeu au niveau de la République centrafricaine, c'est l'enjeu au niveau du Cameroun, parce qu'il y a un ministre même, avant qu'on ne dise même les candidatures acceptées, qui disait qu'on n'acceptera aucune forme de contestation, mais il faut qu'on arrête. Si on veut que les gens ne contestent pas, c'est pas compliqué. Il faut faire les choses de façon claire, de façon transparente. Celui qui va contester, personne ne va l'écouter. Mais si quelqu'un conteste et qu'on l'écoute, c'est que quand il conteste, il a du solide quand il fait sa contestation. On a vu au Sénégal la deuxième réélection du président Macky Sall. Il y en a qui ont voulu contester, personne ne les a écoutés. Au Burkina, c'était la même chose. La deuxième réélection de l'ancien président Ibeka, j'ai dit Ibeka, j'oublie son nom, Roch-Marc Christian Kaboré. Il y en a qui ont voulu contester, personne ne les a pris au sérieux, ils se sont rangés. Puisque les gens voyaient que globalement, les élections se sont déroulées normalement et on avait empêché à personne d'être candidat. Il faut qu'on soit dans cette logique. Les élections ne sont pas chrysogènes comme les gens disent. Ce n'est pas vrai. C'est la manipulation des élections. C'est la non-transparence des élections qui entraîne les crises. Ce ne sont pas les élections qui entraînent les crises. Et sur le plan économique, quel bilan pour Faustin Archange Touadéra après 2 mandats? Sur ce plan, malheureusement, pas grand-chose. Moi, quand un pays est en guerre, je dis qu'il faut accepter quand même de donner cette excuse à un pays, puisque une bonne partie du budget va aller sur des questions de sécurité. Et quand on dit sécurité, c'est vrai, il y a la sécurité du président, mais il y a la sécurité quand même de tous les citoyens. Et c'est un prix fort quand on veut faire de la sécurité en situation normale. Le prix devient encore beaucoup plus fort quand on a en face de soi des groupes armés. Mais la première conséquence immédiate, c'est que des secteurs sociaux vont se voir pas pris en charge comme il se doit, et la conséquence se voit immédiatement au niveau des populations. La deuxième conséquence, ici, ils ont fait appel à des forces étrangères, et quand tu fais appel à des forces étrangères, cela a un coût qui est encore beaucoup plus élevé que le coût de la prise en charge des militaires locaux. Quand vous mettez les deux choses ensemble, il est clair qu'il y aura des problèmes. Le troisième élément, tout le monde connaît la méthode Wagner. Il y a des contestations énormes sur le fait que ces gens sont en train d'exploiter librement des ressources du sous-sol centrafricain. Quel était le contrat? Personne ne le sait pour le moment clairement, mais l'exploitation de ces ressources se fait au détriment des populations centrafricaines. Tous les groupes armés n'ont pas déposé les armes. Est-ce qu'il faut craindre sur le plan sécuritaire pour la tenue de ce scrutin dans de bonnes conditions? Je ne crois pas qu'ils vont pouvoir empêcher la tenue du scrutin, parce que la CPC avait plus de force à l'époque, et la CPC n'a pas été capable d'empêcher la tenue des élections. Depuis quelque temps, la CPC n'était pas véritablement fonctionnelle. Et quand vous regardez ceux qui sont sortis, il y a quand même de gros morceaux de la CPC qui ont accepté de déposer les armes. Bon, on nous a montré la cérémonie. C'est quoi le retour sur investissement? On ne le connaît pas encore, parce que généralement, c'est après qu'on le constate. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.